Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Maître Moussa Bocar Thiam, ancien ministre, maire d'Ourossogui. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets, la radiation de Barthélémy Diaz de l'Assemblée nationale et sa révocation à la mairie de Dakar, la série de convocations d'opposants, la justice, l'exécutif, l'Assemblée nationale, le nouveau pouvoir et la presse à la lumière de la publication d'une liste de médias dits conformes au code de la presse, la reddition des comptes et plusieurs autres sujets. Maître Moussa Bocar Thiam face à Babacar Fall, le grand jury, dimanche 11h10 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche. Bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury d'RFM. Le Sénégal est-il un pays qui marche à reculons? Les Sénégalais ont-ils trop vite rêvé de rupture? L'instrumentalisation des institutions en faveur du parti au pouvoir et contre l'opposition et les voix critiques a-t-elle disparu dans le pays? La violente incursion de la police à l'hôtel de ville de Dakar pour déloger Barthélémy Diaz et l'empêcher de tenir un point de presse rappelle de mauvais souvenirs d'un passé pourtant récent. Pastef est-il en train de commettre les mêmes erreurs que Macky Sall? Bonjour, Maître Moussa Bocar Thiam. Bonjour Babacar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Je salue tous les auditeurs de RFM dans le cadre de cette émission Grand Jury. Avant d'aborder le fond du sujet de la radiation de Barthélémy Diaz de son siège de député et de son statut de conseiller municipal à la ville de Dakar et donc de ses fonctions de maire de Dakar, évoquons ce forcing de la police qui a cassé des portes de la mairie de ville de Dakar pour interdire la tenue de la déclaration que Barthélémy Diaz voulait faire devant les journalistes après avoir reçu quelques heures plus tôt la notification de sa déchéance. Babacar, comme tous les Sénégalais et les Dakarois l'ont constaté, les mois et partout aujourd'hui dans le pays, les Sénégalais sont étonnés. D'autant plus que ce sont des pratiques que manifestement tous les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, bannissent. Que ces faits-là se passent aujourd'hui, en 2024, en décembre 2024, au Sénégal, cela a surpris plus d'un. Surtout après un changement de régime. Venant d'Ousmane Sonko, Premier ministre, ou venant de Diomaye Faye, Président de la République, c'est encore beaucoup plus étonnant. Parce que ce sont des personnes qui, durant toute leur carrière politique, ont toujours clamé haut et fort que les libertés fondamentales doivent être respectées. Liberté de réunion, liberté de manifester, de droit à la résistance. Toutes ces questions-là ont été soulevées, ont été vendues aux Sénégalais. Et qu'aujourd'hui, nous-mêmes qui étions dans l'ancien régime, nous sommes très surpris que ces pratiques-là soient des pratiques d'Ousmane Sonko. Est-ce que vous êtes à l'aise pour parler de ça? Parce que votre régime, pendant 12 ans, on lui a reproché d'avoir utilisé les mêmes méthodes. Est-ce que vous êtes à l'aise aujourd'hui? Même si Pastef reprend les mêmes pratiques, des pratiques dont il se dit être victime toutes ces années. Vous savez, Babacar, aujourd'hui même, il y a des membres du gouvernement de Pastef, des membres du gouvernement aujourd'hui du Sénégal, des éminents défenseurs ou militants du Pastef qui ne sont pas d'accord avec ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, le Sénégal de 2024 a changé. Ce n'est plus le Sénégal de Macky Sall, ce n'est plus le Sénégal du président Abdoulaye Wade, encore moins celui du président Abdou Diouf. Il y a une génération de Sénégalais qui dit désormais il y a des lignes rouges à ne plus franchir, quel que soit le régime. Les Sénégalais n'acceptent plus que la justice soit instrumentalisée, que les forces de sécurité et de défense soient utilisées par des voies de fait pour anéantir la carrière ou anéantir une opposition. Ça, ce sont des principes sur lesquels les Sénégalais sont tous d'accord et ne veulent plus en entendre parler. Même demain, celui qui va succéder demain à Diomaye Faye, les mêmes règles s'imposeront à lui. Donc aujourd'hui, nous assistons à des dérives. Parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout admissible que des hommes politiques puissent utiliser la justice ou les forces de sécurité et de défense pour anéantir des opposants. Et d'ailleurs, ça n'a jamais réussi. Jamais. Depuis Abdoulaye Wade, qui faisait souvent la prison, le temps d'Abdou Diouf. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Il est devenu président de la République. Macky Sall menacé de poursuites partout. La suite, on la connaît. Il est devenu président de la République. Ousmane Sonko également, le concernant. La suite, son équipe a gagné. Et s'il continue les mêmes pratiques, les Sénégalais iront vers les mêmes sanctions. Ça, il est clair que les mêmes causes
produiront toujours les mêmes effets. Et c'est les Sénégalais, je suis certain, qui ne s'attendaient pas du tout, aucun Sénégalais aujourd'hui ne s'attendait à que ces pratiques-là soient l'œuvre du Premier ministre Ousmane Sonko ou du Président de la République. Ça surprend plus de même pas Babacar Fall. Vous-même, vous êtes étonné en tant qu'observateur depuis tant d'années de la scène politique qu'aujourd'hui, ces faits-là se passent ici à Dakar, à l'encontre de Barthélémy Diaz, venant de Ousmane Sonko. Mais c'est étonnant que des journalistes soient arrêtés, que des gens qui donnent leur opinion sont poursuivis, alors que pendant 10 ans, 2014, création du PASTEF, jusqu'en 2024, accession au pouvoir du PASTEF, mais ils nous ont vendu aux Sénégalais un état de droit, respect des institutions, respect de la parole, la vérité aux Sénégalais. Et qu'aujourd'hui, le résultat est tout autre. Et je suis persuadé aujourd'hui, même en leur sein, mais la déception est grande, est très grande. Et maintenant, le bien fondé de la radiation de Barthélémy Diaz, de son siège de député et de ses fonctions de maire de Dakar, à l'Assemblée nationale, d'abord, c'est le ministre de la Justice qui a saisi le Parlement à cet effet. Il se fonde sur la condamnation définitive de Diaz dans l'affaire Ndiaga Diouf, l'homme qui a perdu la vie en décembre 2011 dans l'attaque de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, alors dirigée par Barthélémy Diaz. Vous êtes avocat. Cette radiation, elle est légale, non? Cette radiation est illégale. La radiation de Barthélémy Diaz à l'Assemblée et la constatation de sa démission au niveau de la mairie de Dakar. D'abord pour le Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale. Je profite de l'occasion d'abord pour apporter tout mon soutien à Barthélémy Diaz. J'apporte tout mon soutien et je lui réitère un adage, bien un principe en tout cas en politique. Il le sait mieux que moi. Il est obligé d'être résilient. Résilient, lui et l'ensemble de ses partisans doivent être résilients et doivent être efficaces et doivent utiliser tous les moyens possibles pour faire cesser l'arbitraire. Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko d'ailleurs ont été deux personnes qui ont été condamnées en justice. Sur le principe du code électoral, c'est des personnes qui sont inéligibles au niveau de l'Assemblée nationale. Des recours ont été formés devant le Conseil constitutionnel. Avant les législatives. Avant les législatives. Contre les candidatures de Diaz et de Sonko. Le Conseil constitutionnel, même si en parenthèse, j'estime que le Conseil constitutionnel s'était trompé, mais si le Conseil constitutionnel a rendu une décision, et dans cette décision, il a rejeté les recours introduits contre la candidature d'Ousmane Sonko et contre la candidature de Barthélémy Diaz, en estimant que les recours sont irrecevables. Donc en gros, on considère, quel que soit le motif, le recours est irrecevable, donc les recours ont été rejetés. Donc la candidature de Barthélémy Diaz est validée, nonobstant que le Conseil constitutionnel est bel et bien conscient des arguments qui ont été avancés, notamment les décisions qui ont été évoquées par le préfet. Le Conseil constitutionnel a rendu une décision en rejetant des recours là. Mais Babacar, tous les étudiants le savent d'ailleurs, il y a un article dans la Constitution du Sénégal qui dit que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Article 92 de la Constitution. Dès lors que le Conseil constitutionnel a validé la candidature de Barthélémy Diaz comme celle de Ousmane Sonko, nul ne peut invoquer ces décisions de justice de condamnation pour les déclarer inéligibles. C'est en cela que la décision de radiation, de révocation de Barthélémy Diaz au niveau de l'Assemblée nationale est tout à fait illégale. Le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé. Ces décisions sont quasiment comme des lois. Omnes s'imposent à tous. Et toutes les autorités administratives sont obligées d'en tirer les conséquences. Ce qui n'a pas été fait par le ministre de la Justice n'a pas tiré les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel. Et il a demandé la révocation de Barthélémy Diaz sur la base de décisions dont le Conseil constitutionnel avait déjà connaissance au moment de rendre sa décision. Mais si on vous suit bien, les recours annoncés par Barthélémy Diaz, ces recours ont alors, à vos yeux, des chances d'aboutir. Tout à fait. Ce recours va aboutir, et même sans évoquer d'autres arguments, rien que l'argument de l'opposabilité de la décision du Conseil constitutionnel suffit à ce que, parce que cette décision du Conseil constitutionnel s'imposera au juge de la Cour suprême qui sera saisi ou du juge qui sera saisi pour trancher cette question de la révocation de Barthélémy Diaz. Ça c'est clair, et ça tous les juristes le savent. D'ailleurs, c'est pourquoi dans l'affaire de la mairie de Dakar, on évoque le code électoral. C'est encore plus grave comme violation. Babacar, un non-juriste, il ne peut pas admettre
qu'un préfet reste dans son bureau, écrive révoque un maire de la ville de Dakar. Un préfet. Il y a une confusion qui est délibérément entretenue. En tout cas, ce n'est pas une affaire de droit. Du point de vue du juridique, moi je donne... Sur la maire de Dakar, c'est un citoyen de Dakar qui a eu dans le passé des bisbilles avec Barthélémy Diaz, qui a interpellé l'autorité administrative en évoquant lui aussi, ce citoyen-là, la condamnation définitive de Barthélémy Diaz dans l'affaire Diaga Diouf. Oui. Vous savez, Babacar, il y a une confusion délibérément entretenue, ils le savent très bien. J'explique. Barthélémy Diaz a été révoqué du conseil de la mairie de Dakar sur la base d'un article du code électoral qui dit qu'un citoyen peut à tout moment, un conseiller ou un citoyen peut à tout moment, lorsqu'il constate une inéligibilité, saisir le préfet pour que le préfet déclare démissionnaire le conseiller municipal. Or, en la matière, le code électoral régit le processus électoral. C'est-à-dire de toute la procédure électorale, le jour des élections et jusqu'à la proclamation des résultats. Définir de manière définitive et que tous les recours soient épuisés. Toutes les juridictions seront dessaisies du contentieux électoral dès lors que tous les recours sont terminés. Donc tout le processus d'élection d'un maire ou d'un conseil municipal est épuisé à l'installation et à la fin de toute forme de recours. Une fois que le maire est installé et le conseil municipal installé, ce sont les dispositions du code des collectivités territoriales qui s'appliquent. C'est la vérité. La preuve, un maire qui commet un crime est révoqué par qui? Par le président de la République par voie de décret. Un maire qui fait un délit lié au détournement de deniers publics est révoqué dans les mêmes conditions. On se rappelle de l'affaire Khalifa Sall, par le président de la République. Un préfet ne peut pas révoquer un maire. C'est une voie de fait. On ne peut pas invoquer le code électoral. C'est un code qui est dépassé dès lors que le maire commence à exercer ses fonctions. Tout le fonctionnement du conseil municipal, toutes les compétences du conseil municipal et toutes les conséquences à tirer de la gestion municipale sont issues du code des collectivités territoriales et non pas du code électoral. Non, pas du code électoral. Et donc c'est le ministre des collectivités territoriales qui aurait dû saisir le président de la République. Le président de la République qui prend un décret et pour essayer de révoquer Barthélémy Diaz. Mais un préfet n'a pas la compétence de révoquer un maire. Impossible. Parce qu'on évoque l'article 277 du code électoral. Le code électoral ne s'applique pas en la matière. C'est une hérésie. Puisque dans le code des collectivités territoriales, on prévoit clairement qu'un maire qui commet un crime est révoqué de ses fonctions. Il y a une procédure qui est prévue dans le code. Il y a des délits qu'un maire commet durant l'exercice de son mandat. Ces délits-là, s'il y a un cas d'inéligibilité, c'est le code qui le prévoit, le code des collectivités territoriales. Et on ne va pas aller invoquer un code électoral alors que la personne exerce ses fonctions depuis plus de 2 ans. Alors il n'y a aucun fait nouveau, non, du tout. Et donc, c'est dans cette affaire-là, les seules dispositions applicables, c'est les dispositions du code des collectivités territoriales qui prévoit qu'en cas de crime, que le maire puisse être révoqué, en cas de certains délits, que le maire puisse être révoqué. C'est prévu par le code. On ne peut pas invoquer un code électoral. La preuve, même la base de l'inéligibilité de Barthélémy Diaz, qui est invoquée en fonction du code électoral, l'article 29 et 30 du code électoral. Cet article-là commence par quelle phrase? Cet article parle d'inscription sur les listes électorales. Ne peut être inscrit sur les listes électorales toute personne ayant fait l'objet de condamnation, 3 mois avec sursis et autres. Donc le texte parle d'inscription sur les listes électorales. Le texte qui rend Barthélémy Diaz inéligible selon le code électoral. Ce texte parle d'inscription sur les listes électorales. Et non pas de la sanction d'un maire en cours d'exercice. Non. Aujourd'hui, si un maire commet une faute qui n'est pas prévue par le code des collectivités territoriales, il ne peut pas être démis. Maintenant, si vous estimez que dès lors que le Conseil constitutionnel valide les candidatures de Barthélémy Diaz et de Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz ne peut être radié de son siège de député, de son statut de conseiller municipal. Tout à fait. Même si vous estimez que le Conseil constitutionnel n'aurait pas dû valider leur candidature. Tout à fait. Mais alors, la décision définitive dont on parle, elle date de décembre 2023. Oui. Vous étiez encore aux affaires. Le gouvernement Macky Sall.
Pourquoi alors, après cette condamnation définitive de Barthélémy Diaz dans l'affaire Ndiago Diouf en décembre 2023, où Macky Sall était toujours président de la République, pourquoi n'aviez-vous pas déchu Barthélémy Diaz de son poste de maire de la ville de Dakar? Vous savez, l'enclenchement de la procédure pour déchoir un maire, c'est une question d'opportunité. C'est-à-dire que l'autorité administrative a l'opportunité. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai, non, il n'y a pas de délai. L'autorité peut à tout moment décider s'il va enclencher. C'est un manquement, alors ça, on aurait dû peut-être modifier la législation en la matière. Mais bien sûr, d'autant plus que... C'est ça qui favorise l'utilisation politique des dispositions mais légales. bien sûr, il y a des manquements. Et puis il y a l'utilisation de travers des dispositions des textes. C'est clair. Et puis parce qu'en fait, en plus, ce qu'il faut savoir, l'injustice concernant Barthélémy Diaz est d'autant plus grande que ce sont des faits qui remontent à 2011. Des choses qui ont traîné. Et que le régime Macky Sall a traîné avec ce dossier-là aussi. Et qu'aujourd'hui, sous votre magistère, le dossier n'a jamais été vidé. Voilà, la personne a été maire plusieurs fois. Elle est élue plusieurs fois depuis 2011. Et pour des faits dont tout le monde sait effectivement que Barthélémy Diaz n'a pas tort dans cette affaire-là. Moi, j'étais ses premiers avocats au début de l'affaire. C'est que très bien, Barthélémy Diaz n'a jamais eu tort dans cette affaire. Et qu'aujourd'hui, qu'il soit victime de cette affaire-là, c'est vraiment injuste. Et qu'aujourd'hui, que tous les Sénégalais sachent que ce n'est pas une affaire judiciaire. Ce n'est pas une affaire juridique, ce n'est pas une affaire de droit. Aujourd'hui, c'est juste une injustice politique qui est engagée à l'encontre de Barthélémy Diaz. La preuve, Babacar Fall, je pose cette question à tous les Sénégalais. Si Barthélémy Diaz était dans la coalition de Diomaye président, il serait encore aujourd'hui maire, il serait encore aujourd'hui député. Ça, tout le monde le sait. Donc, ce n'est pas un droit, un article, un texte impératif qu'il faudra appliquer pour que Barthélémy Diaz ne puisse être révoqué. C'est une décision politique du camp de Diomaye Faye et du camp de Ousmane Sonko à l'encontre d'un opposant politique. Ce n'est pas une question de droit, ce n'est pas une question de justice, ce n'est pas une question de texte d'ailleurs, c'est une question éminemment politique. Et donc il est victime de ses positions politiques. Et donc une question politique doit être réglée sur le terrain politique. Et donc, vous, les hommes politiques, vous vous amusez avec les lois et règlements de ce pays-là, en complicité certainement avec l'administration publique et certaines institutions, selon les aléas, selon les opportunités, selon les affinités. Mais alors, vous êtes tous responsables de ces crises et autres impasses politiques qui freinent ce pays-là et qui sont parfois lourdes de conséquences. Oui, Babacar, votre question est pertinente. Hein? Votre analyse est pertinente. Aujourd'hui, on se pose des questions, mais de quel homme politique nous avons besoin dans ce pays? Et cela interpelle tous les hommes politiques, tous les acteurs politiques. Aujourd'hui, les Sénégalais ne veulent plus d'hommes politiques qui instrumentalisent la justice, d'hommes politiques de connivence avec des fonctionnaires. Ça aussi, c'est un problème aussi. Un fonctionnaire exécute des décisions de la hiérarchie, oui, mais des décisions manifestement politiques ou des décisions manifestement illégales, un fonctionnaire n'a pas le droit d'être complice. Je dis que le préfet de Dakar, il a... Mais bien sûr, c'est une voie de fait. C'est pourquoi la loi prévoit la question de la voie de fait. D'ailleurs, ils peuvent même être poursuivis. La voie de fait, c'est une violation manifeste. Et d'ailleurs, nul ne peut interdire Barthélémy Diaz de rentrer dans sa mairie. Parce que cette décision qui a été prise sur la base d'un code électoral, cette décision est manifestement illégale. Et dans ce type de décision, en droit, on dit que ces décisions sont des décisions inexistantes. Elles sont tellement graves, elles violent tellement de manière tellement manifeste la loi, qu'elles sont considérées comme étant des décisions inexistantes. Barthélémy Diaz doit faire fi de cette décision du préfet, qui ne doit avoir aucun effet. Si vous voyez qu'ils ont utilisé la force publique, parce qu'ils savent très bien que cette décision n'a aucun effet. Aucun effet. Et pour revenir, pour vous dire encore une fois, cette décision est d'autant plus mal fondée en droit, on vous dit, le texte 277 dont on parle, du code électoral, prévoit une voie de recours devant la cour d'appel. La cour d'appel, on sait, c'est la cour qui s'occupe du contentieux électoral. Donc aujourd'hui, la direction de Barthélémy Diaz, moi j'aimerais bien savoir quelle va être la position de ses avocats. Parce que quand vous saisissez la cour d'appel peut vous dire les élections législatives de 2022, j'ai épuisé ma saisine, je suis dessaisi. Vous saisissez quelle juridiction? La Cour suprême. Ce n'est pas une décision administrative. Est-ce que c'est une décision administrative? Elle n'est même pas motivée.
C'est une décision qui cite 2 ou 3 décisions de justice et que vous dit, voilà, vous constate que vous êtes démissionnaire. Une décision non motivée. La Cour suprême peut considérer ça, c'est une décision prise en matière électorale. Donc, dans tous les cas de figure, le code électoral n'est pas applicable en la matière. On voit les difficultés. Alors, si le président qui radie quelqu'un, la Cour suprême est automatiquement saisie d'un recours administratif. Mais là, vous avez une décision du préfet. À la limite, est-ce que c'est une décision d'ailleurs? Parce que c'est une décision qui fait juste que constater la démission de quelqu'un. C'est la base d'un conseil municipal qui prend un courrier. Vous imaginez la légèreté avec laquelle le maire de la ville de Dakar, de la capitale du Sénégal, ville importante dans l'Afrique, dans le continent africain, le maire révoqué sur la base de simple demande d'un conseiller municipal, avec aucune responsabilité. Et que le préfet, c'est même pas le préfet d'ailleurs, c'est son adjoint, apparemment, il a signé par intérim, qu'il révoque le maire de la ville de Dakar. Mais vous imaginez, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Le message, en tout cas, il est clair. La machine PASTEF, comme un rouleau compresseur, est en train de se déployer sur vous, l'opposition. Les marges de l'opposition risquent d'être réduites, surtout après la victoire écrasante de PASTEF aux dernières législatives. Pourrez-vous rebondir vraiment? Aurez-vous déjà des moyens politiques de vous battre? L'avenir de la PR, votre parti, surtout avec l'absence de Macky Sall du pays? L'opposition doit organiser sa survie. Montesquieu disait que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. L'opposition doit organiser la résistance. L'opposition doit être résiliente. Vous savez, il y a eu 1 900 000 Sénégalais qui ont voté pour PASTEF aux élections législatives. Il y a eu 1 630 000 Sénégalais qui sont allés voter et qui n'ont pas voté pour le PASTEF. 46% de l'électorat n'a pas voté. Pour vous, c'est pas rien? C'est pas rien, c'est énorme. C'est très important. C'est parce que c'est des gens qui sont allés voter, qui sont allés faire un choix. Et le choix n'a pas été porté vers le PASTEF. Ces Sénégalais sont là, vigilants, avec l'opposition. Ce sont des Sénégalais qui sont dans l'opposition. Pas de risque d'érosion de votre électorat? Vous savez, tout dépend. Parce que, tout dépend des partis et autres. Parce que nous, l'APR que je connais le mieux, mais doit se réformer. Parce qu'aujourd'hui, il y a naturellement, manifestement, un changement de génération. Là, c'est clair. Hein, une alternance générationnelle dans tous les partis politiques. Aujourd'hui, cette alternance est une rigueur qui s'impose à tous les partis. Et tous les partis qui refusent de se réformer, qui veulent rester dans l'ancien système, mais ce sont des partis qui sont voués vraiment à la disparition. Et tous les partis, je vous dis, hein, dans ce pays, les anciens partis comme les plus récents et autres, donc ils sont obligés de se réformer. Et d'ailleurs, nous, les hommes politiques, nous sommes obligés de nous réformer, de nous recycler, de nous réformer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des points sur lesquels, surtout notre génération en fait, voilà, sur notre génération, nous avons tous des points communs. C'est-à-dire que, une manière de voir le Sénégal, notre pays. Nous aimons tous le Sénégal. Peut-être que nous n'aimons pas le Sénégal de la même façon. Peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, notre génération aime le Sénégal de la même façon. Et nous voulons un Sénégal prospère. Un Sénégal où les jeunes trouvent un espoir. Les jeunes trouvent des issues de survie. Les jeunes puissent s'épanouir dans ce pays et réussir leur vie, s'installer au Sénégal, être né au Sénégal, grandir au Sénégal, étudier au Sénégal, travailler au Sénégal, vivre tout simplement dans notre pays. Et nous voulons avoir toutes les conditions d'une vie décente dans notre pays. Et ça, c'est tous les jeunes de ce pays qui le demandent. C'est un principe. Nous voulons un pays aussi où la justice, encore une fois, la justice est impartiale. Et j'ai toujours dit que les juges sont des personnes indépendantes. La justice au Sénégal, c'est une grosse interrogation. La justice, ça n'a pas commencé aujourd'hui, oui, mais... parce que les textes, tous les textes permettent aux juges d'être indépendants. Ils sont indépendants. C'est vrai que souvent, il y a des erreurs de justice, des erreurs de droit qui peuvent se faire. Mais moi, je suis convaincu que nous sommes dans un pays où les magistrats sont indépendants, foncièrement indépendants. Et je suis convaincu aujourd'hui, la génération que nous avons de magistrats dans ce pays, c'est la génération des gens comme nous. Peut-être que tant que l'exécutif, via le président public et le ministre de la Justice, interviennent dans la carrière des magistrats, on n'atteindra jamais cet objectif. Vous savez, il y a des magistrats. Vous savez que quand on choisit d'être magistrat,
on le choisit par principe. On ne cherche pas à être prospère financièrement. On est magistrat, c'est une carrière que l'on veut entamer. Et les gens, et je peux dire, la plupart des magistrats que je connais et que je ne connais pas, d'ailleurs, je suis persuadé, c'est une conviction profonde qui les anime. Ce n'est pas l'argent, parce que être avocat, c'est plus simple que d'être magistrat si vous voulez gagner beaucoup d'argent dans votre vie. Donc, alors que les magistrats peuvent être avocats. Il y a une passerelle entre être magistrat aujourd'hui et puis de quelques années, au bout de 10 ans de carrière, devenir avocat. Donc, je suis convaincu que au Sénégal, surtout cette génération, nouvelle génération de magistrats que nous avons, c'est des gens dignes. Je suis convaincu. Je suis persuadé de cela. C'est pourquoi je ne dirais jamais que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de justice. Non, il y a de la justice dans ce pays. Les libertés aussi, parler de l'opposition. Madiambal Diagne ou Moustapha Diakhaté, deux personnages hostiles au PASTEF qui ont des ennuis judiciaires. Moustapha Diakhaté, il est écroué pour avoir dit que vous qui avez voté pour PASTEF, vous êtes maudit. Je ne sais pas s'il existe un texte de loi dans le pays qui dit que dire qu'être maudit est un grave délit, une insulte, comme on l'a vu dans la décision de justice qu'il envoie à Rebus. Vous savez que tout le monde sait que c'est une injustice. C'est une injustice. Parce qu'aujourd'hui, faire la prison pour des propos tenus à l'encontre d'un Premier ministre, à l'encontre des propos politiques, vraiment, ça doit être dépassé. Et moi, je suis étonné du silence assourdissant des personnes qu'on entendait crier à tort et à travers, urbi et orbi, partout, que le Sénégal, les libertés de parole, les libertés de presse, les libertés de tout ça. Ils sont où ces personnes-là? Elles sont où? On se pose des questions. Parce que voilà. Et c'est ce qui reprochait à l'ancien régime. Parler de la société civile, les associations de droits de l'homme, les intellectuels des journalistes qui étaient. C'était Papa Alenia, par exemple. Il est où? J'aimerais bien savoir est-ce qu'il est où? Ngoude Mboup, il est où? Ils se sont où ces gens-là? Pourtant, c'est eux qui criaient partout qu'effectivement, nous sommes dans un pays de liberté, la liberté de parole. Nul ne peut être inquiété du fait de ses propos. Mais ces personnes-là sont où? Silence radio. Silence. Et où sont tous ces chroniqueurs là du PASTEF qu'on voyait partout, crier partout, dans beaucoup de radios de la place, dans beaucoup de sites web de la place? Elles sont où ces personnes? Elles se taisent. Ah oui, parce qu'effectivement, ces personnes-là se rendent compte que leur combat n'est pas encore terminé. Ah, c'est ça. Ce combat de PASTEF là, c'est la première phase. Mais les vrais Sénégalais qui vont, les vrais dirigeants politiques, qui seront en conformité avec l'esprit et la mentalité des Sénégalais, ne sont pas encore au pouvoir. Ces hommes politiques-là arriveront plus tard. Ils sont pas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous étonnés de voir quelqu'un comme Moustapha Diakhaté emprisonné pour des faits. Alors que de l'autre côté, l'on voit des gens dire des propos beaucoup élevés, des propos beaucoup plus graves, injurier le président de la République, par exemple. Aujourd'hui, mais nous sommes étonnés. Moi, franchement, je vous dis, je suis complètement étonné. Parce que m'attendais qu'effectivement, quand on fait partir un régime, dire que le régime de Macky Sall, parce que pendant longtemps on a manipulé tout le monde en disant voilà, c'est un régime violent, c'est un régime où les gens n'ont pas droit à la parole, les emprisonnements à tort et à travers des journalistes. C'est pas faux non plus. Voilà, ouais, on peut le dire. On peut dire. Il y a certains cas qui peuvent être sujets à interprétation, d'accord. Mais aujourd'hui, ce que les Sénégalais toléraient même pour le régime du président Macky Sall, mais le Sénégal ne peut pas le tolérer pour aujourd'hui, pour le régime de Sonko, d'autant plus que les Sénégalais ont voté massivement pour lui. C'est le régime de Sonko ou de Diomaye? Oui, c'est le régime de Sonko. Tout le monde sait que c'est Sonko qui est le président de la République de ce pays. Ça, tout le monde le sait. Vous êtes en train de nous dire que Diomaye Faye, c'est le président de la République et Ousmane Sonko, le chef de l'État. Mais vous savez, quand j'étais en première année de droit, on nous apprenait toujours que oui, le Sénégal, le président de la République, depuis les événements de 62 avec Senghor et Mamadou Dia, le président de la République, c'est un homme fort, avec tous les pouvoirs qu'il y avait. On s'est rendu compte que finalement tout ce que nous avait appris là, c'est absolument faux. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une déchéance de la fonction présidentielle. Aujourd'hui, le pouvoir au Sénégal, il y a la primature. Alors que jamais dans l'histoire du pays, ça a été le cas. D'ailleurs, à plusieurs reprises, la fonction du Premier ministre a toujours été supprimée. Parce que ce n'était pas important. Le président de la République était l'homme fort, déterminer la politique de la nation. Article 42 de la Constitution. Et Ousmane Sonko lui dit que le poste de Premier ministre a été inutile. Oui, voilà, il disait ça. Puis aujourd'hui, on voit que le pouvoir, et tout le monde le sait,
ceux qui aspirent à des nominations vont à la primature. Faut-il changer la Constitution pour donner plus de pouvoir au Premier ministre avec la configuration politique actuelle Pourquoi pas à l'exécutif? Pourquoi pas? Parce que le président, la fonction présidentielle aujourd'hui, nous sommes dans une déchéance de la fonction présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République est cantonné à des fonctions liées à la diplomatie, et ça s'arrête là. Et d'ailleurs même, des fois, il y a incursion même de la primature sur des questions liées à la diplomatie. Donc, les observateurs, les étudiants peuvent faire même des sujets cette année, pour 2025, pour voir effectivement quel est le rôle du président de la République sous Sonko, sous le régime de Sonko. On parlait de l'opposition tout à l'heure, de ces libertés menacées, mais il y a la vérification des comptes publics qui est en cours. Des audits de la gestion du pays sous la présidence de Macky Sall. Ousmane Sonko et Pastef prédisent au mieux, au pire, annoncent déjà des ennuis judiciaires pour vous, les anciens ministres et autres anciens directeurs généraux de sociétés publiques. Vous savez, il y a des questions, ce ne sont même pas des questions, parce qu'effectivement, à mon avis, lorsque vous gérez une administration, une direction, un ministère, vous devez répondre, vous devez rendre des comptes. Lorsque vous êtes interpellé sur des questions, vous rendez compte. Et ça, cette question-là, tout le monde est d'accord. Parce que si vous ne voulez pas être inquiété demain, vous ne gérez pas, vous ne prenez pas vos nominations. Et c'est valable aussi bien pour nous, notre régime passé, que les actuels ministres d'aujourd'hui, les actuels DG qui sont bien contents d'être nommés, mais qui s'attendent demain aussi à être inquiétés, à être poursuivis, bien à être, à faire l'objet d'enquêtes et d'audits. Cela doit être même banal pour le pays. Pour moi, ça, c'est une question même banale. C'est une évidence que vous ne pouvez pas refuser que votre activité financière dans le cadre de votre ministère ou dans le cadre de votre direction ne soit pas auditée. Ah non, vous ne pouvez pas. Non, non. Vous n'êtes pas tout à l'heure, vous êtes interrogé sur l'indépendance de la justice. Vous craignez peut-être que... Par rapport au rapport, non, vous savez que quand nous sommes des intellectuels, nous avons les moyens. En tout cas, moi je ne connais pas les autres. En tout cas, mon ministère, je sais très bien que je n'ai absolument rien à me reprocher. Et tout ce qui a été fait là-bas, j'ai les moyens de le justifier. Donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Nous sommes dans un état de droit. Pas de crainte d'instrumentalisation de la justice dans ces dossiers? Bon, moi je crois à l'indépendance de la justice. Franchement, foncièrement, je crois à l'indépendance de la justice et que, quelle que soit la situation, peut-être à mon avis, seules les personnes coupables pourront être condamnées. À mon avis. La suppression du Conseil économique, social et environnemental et du HCCT actée par l'Assemblée nationale hier samedi, les députés PASTEF qui ont massivement adopté le projet de loi qui leur a été envoyé pour cela par l'exécutif. Et moi je me demande, ma première question est de savoir effectivement à quand le gouvernement de PASTEF s'attaquera au véritable problème des Sénégalais. À quand? Justement, il est dit que la suppression de ces institutions, l'argent qui était alloué au HCCT et au Conseil économique, cet argent-là va servir à financer autre chose, comme dans l'éducation, le recrutement d'enseignants. Je crois que c'est 12 milliards les deux. 12 milliards les deux. Alors aujourd'hui, la présidence a un budget de presque 80 milliards. Ça n'a pas changé. Le budget de la présidence de la République n'a pas baissé. Dans le budget de 2025, cela n'a pas baissé, 80 milliards presque. Oui, le budget de l'Assemblée nationale. On remarque que le train de vie de l'État est le même. Quand on regarde le projet de budget du Sénégal pour l'année 2025, c'est la première loi de finances du gouvernement PASTEF qui devrait être adoptée par l'Assemblée nationale les prochains jours. Oui, les budgets de la présidence, de la République, de la primature et de l'Assemblée nationale sont restés quasiment les primature, 25 milliards. Ça vous surprend? Oui, bien sûr, je suis surpris. Parce que tout ce qu'on avait promis aux Sénégalais, mais les Sénégalais n'ont encore rien vu. Le budget de la primature n'a pas baissé, 25 milliards. Le budget de l'Assemblée nationale, alors qu'on a toujours critiqué l'Assemblée nationale en disant tout le temps, oui, on ne sait pas où passe l'argent de l'Assemblée nationale et autres. J'ai entendu souvent les députés de PASTEF dire cela. Aujourd'hui, le budget de l'Assemblée nationale n'a pas baissé, 20 milliards. Donc aujourd'hui, vraiment, moi je me pose des questions. Et vous allez voir qu'est-ce qu'on va mettre à la place du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique social. On va vous créer dans quelques mois une autre institution pour faire la même chose. Pour faire la même chose. C'est le populisme qui n'a aucun sens. Les Sénégalais aujourd'hui, après 9 mois, depuis 9 mois, le PASTEF est aux affaires. Il n'y a aucun signal fort par rapport à notre économie.
aucun signal fort. Et moi, je suis objectif. Je vois seulement que la note du Sénégal a baissé. La signature du Sénégal est moins valorisée au niveau des finances internationales. Le ministère des Finances a publié un communiqué cette fin de week-end pour annoncer à notre grande pompe le fonds. Le fonds de 34 milliards pour essayer de finir la fin du mois. Vous voyez, nous sommes dans le rafistolage. Nous sommes dans le rafistolage. Et puis aujourd'hui, vous savez que la Banque mondiale, le FMI, qui dit que voilà, vous n'aurez pas d'appui avant juin 2025. Et que tout le monde sait qu'aussi il y a des engagements qui ont été pris par le gouvernement du Sénégal pour supprimer les subventions sur l'énergie. Le gouvernement... On va vers des lendemains sombres. Hein. Le gouvernement PASTEF, dans ce budget, prévoit de verser 5 milliards de francs CFA aux victimes, aux familles de victimes des violences politiques survenues dans le pays entre 2021 et 2024. Qu'en pense l'agent judiciaire de l'État que vous avez été? Mais les dégâts ont été considérables. Les dégâts ont été considérables. Ils sont en train de réparer les préjudices que des citoyens sénégalais ont subis. Et les dégâts dépassent largement 5 milliards. Hein. Moi, quand j'étais dans la juge, j'avais estimé à peu près à 30 milliards les dégâts qui ont été causés par les saccages des magasins Auchan, des stations-service, les domiciles privés. Apparemment, ils ne font pas partie. On parle des personnes physiques. On parle que des personnes physiques. Oui, c'est une bonne chose parce que les Sénégalais qui ont perdu leurs enfants. C'est les Sénégalais qui ont perdu leurs enfants. Et puis d'ailleurs... Toute victime ou victime pro-PASTEF, parce que ça aussi... voilà, après, il faudra surveiller qui sera indemnisé, qui ne le sera pas. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont morts par accident dans la circulation durant les événements, qui ne sont pas morts forcément, sont pas des décès liés directement les victimes collatérales. Voilà, toutes ces personnes-là, est-ce qu'elles seront indemnisées? Tout ça, il faut surveiller. Mais en tout cas, c'est une bonne chose, effectivement, que ces personnes-là ne puissent ne pas être oubliées. Et le plus important pour le pays, c'est que cela ne recommence plus. Et c'est ça, Babacar. Les Sénégalais ne veulent plus de ces événements-là. Nous voulons que tout se règle par la voie des urnes, de manière pacifique, et qu'il y ait de l'élégance politique. Mais aujourd'hui, les actes que PASTEF est en train d'être posés, mais nous conduisent directement vers la violence. Oui, c'est ces violences de ces 3 dernières années. La loi d'amnistie et sa probable abrogation, tout un débat juridique autour. Quel est votre avis sur le sujet? Oui, je vous dis, Babacar, cette loi ne sera jamais abrogée. C'est moi qui vous le dis. Cette loi ne sera pas abrogée par le gouvernement PASTEF. Pour la bonne et simple raison. Lorsque cette loi fait l'objet d'une abrogation, il y a des conséquences juridiques importantes. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont été poursuivies se retrouvent dans les situations dantées. C'est-à-dire que la situation antérieure à la loi. Chacun se trouve dans une situation antérieure. Ceux qui avaient des dossiers, ceux qui étaient poursuivis seront poursuivis, seront jugés. Tout le monde, hein. Il n'y aura pas d'exception. Il n'y aura pas d'exception. Même le président de la République, même le Premier ministre, il n'y aura pas d'exception. Et je dis pourquoi? Parce que beaucoup pensent que le président de la République ne peut pas être jugé. Oui, d'accord. Mais s'il est jugé pour des faits, il peut être jugé pour des faits qui n'ont rien à voir avec ses fonctions. Nicolas Sarkozy... Mais tant qu'il est au poste, oui, son immunité empêche qu'il soit poursuivi pour des délits et autres crimes peut-être mineurs, non? On parle toujours de haute trahison. Oui, mais ça c'est dans le cadre des faits liés à ses fonctions. Il a une immunité, oui. Mais Nicolas Sarkozy a bel et bien déféré devant un juge durant son mandat. Il a divorcé au tribunal. Oui, et oui, il a été confronté devant un juge. Devant un juge au tribunal. Contre son ex-femme, Cécilia. C'est sa vie privée, voilà. C'est des faits qui n'ont rien à voir avec les fonctions. Donc aujourd'hui, cette loi d'amnistie, lorsqu'elle est abrogée, à moins qu'elle prévoie des exceptions pour certaines catégories. Est-ce que vous voulez me dire, pour caricaturer, que si cette loi d'amnistie est abrogée, tout le monde retourne à la place où elle était avant l'adoption de cette loi? C'est simple comme bonjour. Les gens qui étaient en prison doivent retourner en prison, c'est ça? Bon, ils ont bénéficié de liberté liée à la loi d'amnistie, mais rien n'empêche que le procureur les reconvoque tous et que les mette en prison. Rien ne l'empêche, absolument rien ne l'empêche. Parce que ces gens qui ont commis des faits très graves, par exemple, cocktail Molotov sur un bus, par exemple. Après, dans la communication de PASTEF, le langage évolue un peu. On parle de modification de la loi ou d'abrogation partielle, comme le dit le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, d'ailleurs. Je vous dis, en tout cas, cette loi d'amnistie ne sera pas abrogée.
ne sera pas abrogé par le PASTEF. Parce que ça, c'est se tirer une balle dans le pied. Et donc, vous savez que souvent, il y a certains crimes, certaines procédures qui lient le juge. C'est-à-dire que le mandat de dépôt est obligatoire. Il n'y a pas même de possibilité de liberté provisoire. Et la plupart de ces personnes-là, c'est des gens de PASTEF qui sont concernés. Donc je ne vois pas l'intérêt pour eux d'ailleurs d'abroger cette loi. Bon, ils le disent comme ça pour essayer peut-être de rassurer les familles de victimes. Mais en réalité, cette loi ne sera pas abrogée du tout. Moi, je n'y crois pas. J'attends de voir. Mais je ne crois pas que cette loi puisse être abrogée. Et d'ailleurs, personne n'a répondu à cette question. Quelles sont les conséquences? Et ils savent très bien les conséquences de cette loi. Même s'il y a certains d'entre eux qui peuvent avoir une immunité du fait de leur fonction actuelle. Mais vous avez vu, c'est 90%, 99% d'entre eux qui sont concernés par ces faits-là ne bénéficient d'aucune immunité. Et ce sont ces gens-là qui seront les premiers exposés. À leur place, j'alerterai. À leur place, j'alerterai. Parce qu'effectivement, contrairement à ce que beaucoup pensent là, les 80 morts là, on ne vous dit jamais de 1 à 80 comment sont morts ces personnes-là. On ne vous le dit pas. Parce qu'il y a des cas. Tout mis sur le régime des policiers. Ils ont tout mis sur le compte de Macky Sall. Et ses collaborateurs. Les juges ne fonctionnent pas comme ça. Les juges et les 2 morts qui sont dans le bus, les 2 morts, des jeunes filles qui ont été assassinées, qui ont été brûlées vives dans le bus. C'est Macky Sall ça. C'est les forces de l'ordre ça. Et elles font partie des 84 victimes, par exemple. Alors il y a beaucoup de gens, beaucoup de morts qui ne sont pas liés forcément aux forces de l'ordre ou autres. Non, facile de dire tout le monde, c'est le régime, c'est Macky Sall, c'est facile. Mais les juges qui devront trancher ces questions-là vont décortiquer cas par cas. Les donneurs d'ordre dans cette volonté d'abroger cette loi d'amnistie, de la modifier ou de la faire évoluer, en tout cas, les donneurs d'ordre sont ciblés. Les civils qui ont dit aux forces de défense et de sécurité de maintenir l'ordre sont forcément ciblés. C'est-à-dire le président public d'alors, les ministres qui ont donné l'autorisation à la police ou à la gendarmerie de... Ouais, de toute façon, personne d'entre eux n'a reçu, je ne crois pas, que quelqu'un ait reçu un ordre de tuer. Non, je ne crois pas. J'étais dans le gouvernement, mais je n'ai jamais entendu parler de ça. Je n'ai jamais vu un document pareil, où on demande aux forces de l'ordre de tirer sur les gens. Non, je ne crois pas, je n'y crois pas. Et ce sera au cas par cas. Chaque personne, les dossiers vont sortir et on va savoir quelle est la cause du décès. Et en fonction de ça, les responsabilités seront situées. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on enlève la loi d'amnistie, il y a même des cas où il n'y a pas eu de morts, il y a eu des émeutes, il y a eu des dégâts qui ont été commis par des gens du camp du PASTEF, par exemple. Je donne un exemple. Des camps ou des personnes et qui ont été poursuivis, arrêtés après. Mais tous ces gens-là vont retourner en prison. C'est clair. Ils vont retourner en prison. Et donc, de ce point de vue-là, cette loi ne sera pas abrogée. C'est moi qui vous le dis. Moussa Bocar Thiam, vous êtes ancien ministre de la Communication, on parle un peu des médias. Cette commission d'enregistrement et de validation des entreprises de presse installée par votre successeur, commission illégale selon le CEDEP, c'est le syndicat des patrons de presse, qui a même déposé un recours contre cette procédure devant la Cour suprême. Et pour vous, légale ou pas, cette commission? La commission, elle est tout à fait... D'abord, cette commission, elle est illégale. Parce que, en fait, vous savez, la presse, vous savez pourquoi c'est compliqué d'assainir la presse? Parce que c'est la Constitution qui prévoit en son article 10 ou 11 que la presse est libre. La presse, elle est libre. Toute personne est libre de créer son journal demain et de donner des informations si la personne a la qualité de journaliste et réunir les conditions prévues par le code de la presse. C'est tout. C'est les seules exigences. Il n'y a pas une autre exigence particulière. Hein. Donc c'est un domaine professionnel où c'est assez ouvert. Donc maintenant, nous avions entamé nous-mêmes une tentative d'assainissement du secteur, parce qu'effectivement on voyait beaucoup de dérives, des gens qui n'ont aucune qualification, qui font du journalisme, qui font des reportages, qui donnent des informations souvent pas vérifiées. Et ça, c'est pour moi, dans l'esprit dans lequel j'étais, c'était pour protéger la profession, pour que cette profession puisse faire vivre les journalistes, les Sénégalais qui ont fait le choix de faire ce métier. Mais on voit que les limites, d'abord, il faut que c'est les acteurs eux-mêmes
qui doivent, c'était ma démarche, les acteurs eux-mêmes qui doivent essayer de faire des propositions. Et donc c'est pourquoi on a fait des assises de la presse, dont les travaux n'ont pas jusqu'à présent été rendus publics, tous les acteurs ont été consultés pendant 3 mois, et ça a été même financé par le ministère, pour qu'effectivement comment dirais-je, ces assises de la presse puissent faire naître des pistes de solutions par rapport à l'assainissement du secteur. Et j'avais demandé à l'époque que tous les organes de presse, qu'on puisse au moins les identifier, savoir qui est qui. J'avais demandé que chacun vienne, envoie ses dossiers au ministère pour se faire déclarer. Parce qu'il y a des gens qui exercent depuis des années sans aucune déclaration. Ça s'arrête là. Donc c'est pourquoi quand il est venu, monsieur le ministre, quand il est venu, il a trouvé des chiffres. Le nombre de radios communautaires, vous en avez presque 300. Les quotidiens, vous en avez 45. Vous savez, les télévisions, vous en avez 35. Voilà. Donc il a trouvé ici des chiffres liés à ce recensement général qu'on avait fait. Le problème, mais maintenant, aujourd'hui, le problème de ces volontés d'assainir le secteur de la presse, c'est que quand vous adonnez à ça, on commence par l'instauration de la carte nationale de presse, c'était sous votre magistère. Mais quand on ouvre les procédures, vous regardez les détenteurs de cette carte de presse, vous y trouvez tout le monde, les bons, les mauvais, ceux qui ne doivent pas être titulaires de ces cartes-là. C'est comme les entreprises de presse. La liste publiée par votre successeur Ali Oussal, ministre de la Communication, on voit dans cette liste de médias dits reconnus par l'État, mais on voit un peu de tout. C'est même un fourre-tout à la limite des médias sérieux, des médias de propagande. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Parce que moi, lorsque j'ai vu la liste, je rigolais. Parce qu'il y a le journal Yor que tout le monde sait, ce journal-là est à connotation passive, tout le monde le sait. Peut-être demain ils vont me critiquer demain. C'est un journal qui pendant longtemps a publié sans aucune autorisation, aucune déclaration d'ailleurs. Ce journal a existé sans aucune déclaration au ministère. Aucune. Et aujourd'hui, je vois que ce journal-là est à la tête des journaux qui sont reconnus devant le Témoin, devant le Quotidien, devant des journaux sérieux quand même. Donc, vous voyez qu'il y a une dose. Et d'ailleurs, c'est très grave de la part du ministre parce qu'il a décrédibilisé tout le processus. Quand vous écartez la scène TV, le groupe Memoun fait cette TV, quand vous écartez Madiambal Diagne le quotidien, tout ça dans ce processus, ça veut dire que manifestement, c'est pas sérieux. Le quotidien a décidé de ne pas s'inscrire parce qu'il ne connaît connaît pas la commission. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est la question de l'égalité. Aujourd'hui, est-ce que ceux qui sont reconnus là, est-ce qu'ils ont reçu un document qui vous dit, monsieur, vous êtes reconnu, votre entreprise est reconnue? Personne n'a reçu aucun document. Le ministre ne peut pas envoyer aucun document à un ministre, à une structure pour le dire que vous tel journal, vous êtes reconnu. Ils ont reçu des notifications. Notifications? Mais ces notifications, c'est quoi? Ça ne propose sur aucune base légale. À part les télévisions qui signent une convention au niveau avec le CNRA, reçoivent une autorisation du ministre article 94 du Code de la presse. À part les télévisions, les journaux, le principe, c'est la déclaration. Vous créez vos journaux, vous faites la déclaration au ministère et vous envoyez une copie au procureur de la République, une copie au ministère. Tous les jours, vous sortez votre quotidien. C'est ça. Le dépôt légal. Là. Le dépôt légal. Merci Moussa Bokar Thiam, maître Moussa Bokar Thiam, avocat. J'aimerais bien quand même qu'au niveau du ministère, il y a des projets importants que j'avais laissés là-bas. J'aimerais bien que le ministre nous informe par rapport à tous ces grands projets, sur les stratégies du Sénégal sur l'intelligence artificielle, la stratégie du Sénégal sur nos données. Mais pas aujourd'hui, nos données qui sont enregistrées, sont où sont nos données? Est-ce que nous sommes en sécurité dans ces pays? La prochaine guerre, ce ne sera pas la guerre militaire, hein? C'est une guerre du numérique. Et de ce secteur-là, je ne l'entends pas. Le ministère est à fond. Et je l'interpelle personnellement, qu'ils prennent les choses en main. Nous sommes un secteur dynamique. Avec les opérateurs économiques, les opérateurs de télécommunications plutôt, qu'il faut qu'ils les accompagnent et que les projets importants qui sont dans ce ministère, notamment le parc de technologie numérique qui a été construit par le président Macky Sall, et que tous ces projets soient finalisés. Et qu'on ait un data center qui, au niveau de Sénégal numérique, puisse abriter toutes nos données. C'est très important. Mais aujourd'hui, toutes ces questions-là importantes, on n'entend pas le ministère. On n'entend pas le gouvernement. Même dans la stratégie 2050, le numérique est relayé au second plan, alors que c'est la prochaine guerre. C'est le prochain enjeu, c'est ça. Donc il laisse la presse tranquille. Il ne connaît pas l'écosystème. Vous ne pouvez pas assainir la presse sans impliquer les acteurs de la presse. C'est impossible. Et vous prenez des radios qui vous plaisent, vous prenez des sites qui vous sont favorables, mais ça c'est éphémère. Je dis encore une fois, Montesquieu disait que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. Maître Moussa Bokar Thiam, avocat, ancien ministre, ancien
agent judiciaire de l'État, maire de Ourossogui. Merci d'être passé devant le grand jury. Merci à tous. Abdou était à la régie. Les programmes continuent. Bonne fin de week-end à tous.